Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. J'avais pas prévu de faire une vidéo si vite, quoique j'avais senti que quelque chose allait se passer, puisque dans une vidéo toute récente, elle doit avoir 2-3 jours là, sur le Proche-Orient, principalement sur le conflit israélo-palestinien, j'avais introduit donc le problème de la Syrie, qui est tout à fait en lien, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, et j'avais dit que j'en reparlerai plus tout de suite, sauf s'il y avait un événement majeur. Et cet événement majeur, on dirait que je le sentais, parce que pour être majeur, il est majeur. Il y a Bachar al-Assad qui a fui le pays, et il y a les islamistes, donc du HTS, qui sont arrivés à Damas, la capitale. Je vois sur X que, officiellement, les gouvernements, notamment français, belges, etc., se réjouissent de la chute de Bachar al-Assad. Et pour vous faire oublier qu'il a été démis par des islamistes qui sont l'horreur à côté de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un enfant de cœur à côté de ces gens. Je ne dis pas qu'il a tout fait parfaitement, mais il s'est battu comme un beau diable pendant 7 ans pour ne pas se laisser avoir par les attaques islamistes financées par des Occidents et leurs alliés. Les preuves ne manquent pas. Et il a fait une énorme erreur, évidemment, c'est de ne pas se préparer à une deuxième guerre. Il s'est dit, je suis protégé par la Russie, tranquille et tout. Mais maintenant, la Russie est occupée en Ukraine. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Hezbollah est occupé au Liban. Le Hezbollah qui avait pas mal détruit l'État islamique en son temps. Et ça recommence. L'armée syrienne n'était pas préparée. La vraie armée syrienne légitime de Bachar al-Assad, l'armée arabe syrienne, parce qu'il y en a d'autres qui sont appelées armée syrienne libre et des choses comme ça, qui sont tous des islamistes en fait. Et justement, c'est ça que je voulais souligner. Premièrement, déjà pendant la guerre civile, la première guerre, on va dire, qui était une guerre civile, mais en fait une guerre internationale, puisque les groupes qui attaquaient étaient financés, armés par des pays étrangers, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite, maintenant c'est tout à fait clair. On a soupçonné Israël aussi pour la première guerre, donc l'État islamique. Maintenant, c'est quasiment affiché. Maintenant, c'est carrément très très clair, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Encore une fois, la Turquie, bien entendu, qui est probablement à la manœuvre, et indirectement au moins les États-Unis. Ne vous laissez pas avoir, il n'y a pas d'islamistes modérés dans ce conflit. Quand on vous dit, oui, l'armée syrienne libre, c'est des démocrates, il n'y a pas de démocrates. Ils veulent tous la charia. Alors parfois ils se divisent entre eux, ils sont pas d'accord, Al-Qaïda, l'État islamique, ils veulent prendre le pouvoir sur l'autre, etc. C'est pas en groupe uniforme, mais les objectifs dans les grandes lignes sont les mêmes. On a déjà fait l'erreur en Afghanistan. Soi-disant on allait améliorer la situation des femmes, blablabla. Regardez, les femmes ne peuvent même plus écouter de la musique en Afghanistan. Ils ont dépassé largement la situation de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite. C'est sans doute la pire situation pour les femmes aujourd'hui, dans le monde, c'est en Afghanistan, alors que les Américains sont partis en laissant les clés aux talibans. Alors bon, vous allez dire, c'est parce qu'ils ont perdu, ils n'ont pas pu faire autrement. Il fallait peut-être y penser avant de faire la guerre. Et c'est d'ailleurs ça que je voulais souligner. Regardez un petit peu le genre de propagande qu'on vous met. On va vous dire que les Syriens fêtent la liberté retrouvée, comme ici sur RTBF. Ils fêtent, regardez la photo. Quand on fait une photo et qu'on veut convaincre les gens, on essaie d'être quand même, justement, convaincant. Combien il y a d'adultes sur cette photo? 5, 6? Non mais, sérieusement. Ils ont dû amener les gamins pour donner l'impression qu'il y a un petit peu de foule. C'est pas sérieux. Évidemment que les Syriens, en majorité, sont pas contents d'être aux mains des islamistes. C'est n'importe quoi. Mais, ce qu'ils vont faire, c'est vous montrer les quelques Syriens qui sont contents, vous rappeler que Bachar al-Assad, c'est le boucher de Damas, qu'il a fait des attaques chimiques, etc., alors que tout ça était de la propagande, et c'est ça sur lequel je voulais vous donner une information que vous n'avez peut-être pas. Je ne vais pas faire des longues vidéos pour souligner, dénoncer toute la propagande qui a eu lieu avec les casques blancs, qui étaient soi-disant des humanitaires, qui étaient des islamistes financés par l'Angleterre, etc. Parce que tout ça a été fantastiquement démontré par un youtubeur, qui a donné toutes les sources, vous pouvez vérifier, qui s'appelle Trouble Fait. Il a fait 5 vidéos, avec toutes les sources, toutes les preuves, tout ce que vous voulez, mais qui date d'il y a 6 ans déjà. Il y a 6 ans, il avait déjà pu démontrer que l'Occident était derrière ces attaques islamistes. Depuis lors, il y a plein d'articles qui le confirment. Mais si vous avez un petit peu oublié ce qui s'est passé, le contexte, je vous invite vraiment à aller revoir cette série. C'est passionnant, c'est bien fait. Je n'aime pas tout ce que fait Trouble Fait, vous le savez. Quand je vous recommande quelqu'un, ça ne veut pas dire que j'aime tout.
Et je comprends parfaitement que vous aimiez peut-être une partie de mon travail et pas une autre partie. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Chaque personne a ses sensibilités. Mais vraiment, cette série, qui s'appelle Gazage en Syrie, et donc il y a l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, je vous les recommande. Ceci dit, très rapidement, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. Tout ça, la plus grande responsabilité, ce sont les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Réfléchissez bien à ce qui s'est passé. Nous avions en Irak comme en Syrie des régimes, peut-être pas démocratiques, mais où est-ce qu'on est démocratique? Vous n'allez pas me dire que l'Union européenne est démocratique. Bon. Alors est-ce que c'était mieux ou moins bien dans l'Union européenne? À l'époque c'était sans doute moins bien. N'empêche que c'était un pays où il y avait un certain niveau de vie, il y avait un certain niveau de sécurité, il y avait des infrastructures, il y avait de l'éducation, etc. Qu'est-ce qu'on en a fait de l'Irak? Mais bon, on veut faire la même chose avec la Syrie. C'est d'ailleurs à peu près arrivé, et maintenant ça y est. Et on a fait la même chose avec la Libye. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Saddam Hussein a été armé jusqu'aux dents par les États-Unis, je vous le rappelle quand même. Et pourquoi ça? Pour faire la guerre à l'Iran. C'est quand même une guerre qui a fait entre 500 000 et 2 millions de morts, de mémoire. Je sais que les chiffres ont été discutés, enfin au moins 500 000. 10 ans de guerre, et tous les malheurs qui vont avec. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est l'ennemi des États-Unis. Et donc on a armé Saddam Hussein pour qu'il fasse la guerre à l'Iran. On va dire que l'Irak a gagné. Saddam Hussein se sentait fort, on prétendait qu'il avait la 4e plus grande armée du monde, je sais pas quoi. Bon, ça c'était exagéré. Puis il s'est dit, bah, puisque j'ai gagné contre l'Iran, je peux bien gagner contre le Koweït, qui m'empêche d'avoir accès à la mer, enfin, qui limite mon accès à la mer, et qui a plein de champs de pétrole. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire, les Américains n'ont pas dit non. Ils l'ont laissé faire, ils l'ont dit, ouais, allez, bon. Et puis quand il l'a fait, alors ils ont changé d'avis. Ils font souvent ça, hein, ils piègent les anciens partenaires pour en faire des ennemis. Les États-Unis, rien de nouveau. Et puis ils ont décidé de détruire l'Irak. En 2 guerres. Je fais court, hein, parce que sinon, bon. Sous des mauvais prétextes, comme vous l'avez compris, surtout la 2e, où soi-disant Saddam Hussein aurait des armes de destruction massive. En fait, il les avait pas. Donc, faux prétexte pour attaquer l'Irak et prendre le contrôle, notamment du pétrole. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est que l'armée irakienne, qui avait été fortement armée par les États-Unis, elle a été en partie détruite par la guerre, certes, mais il restait des soldats, il restait des armes. C'est eux qui ont créé l'État islamique. Les principaux combattants de l'État islamique, c'était des anciens soldats irakiens de Saddam Hussein. Si on n'avait pas fait la guerre à Saddam Hussein, le pays serait stable. Certes, il y aurait des comportements contre les droits de l'homme, etc., qu'on aurait pu regretter. Mais maintenant, c'est mieux. Mais en plus, on a l'État islamique, on a la pauvreté, on a les enfants qui meurent de faim. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui est bien pire que celle de Saddam Hussein. Et on a créé l'État islamique. Alors certains disent même que le dirigeant vient du Mossad, qu'il était piloté par l'Occident. Bon, moi, je ne sais pas rentrer dans ces détails-là. Mais que ce soit vrai ou pas, ça change rien. Sans les Américains, il n'y avait pas d'État islamique. Ni d'Al-Qaïda, d'ailleurs, qui était financé par les États-Unis en Afghanistan pour lutter contre l'Union soviétique à l'époque. Ça ne s'appelait pas Al-Qaïda, mais c'était Oussama Ben Laden qui a profité de l'argent américain donc pour lutter contre l'URSS avec succès. Mais ensuite, il a créé Al-Qaïda. Bon. Donc, on fait toujours les mêmes erreurs, les Occidentaux, enfin surtout les Américains, mais nous, on suit, bêtement. Et si on ne suivait pas, les Américains n'arriveraient peut-être pas à leur fin. Donc, on a créé cette situation par notre faute. Et la Syrie serait dans le même état que la Libye ou l'Irak si Poutine n'avait pas sauvé Bachar al-Assad. C'est grâce à lui que Bachar al-Assad a tenu si longtemps et que l'État islamique a été étouffé. Seulement voilà, le problème c'est que contrairement aux Occidentaux qui n'hésitent pas à faire des tapis de bombes, à massacrer les civils, etc., comme on l'a vu en Irak, et c'est d'ailleurs pour ça que Julian Assange a tellement détesté des États-Unis, c'est qu'il a montré des images de tout ça qu'il a pu hacker dans les archives du Pentagone, etc., ou de la CIA, je ne sais plus, et donc il a démontré les crimes de guerre américains. Mais contrairement aux Américains, les Russes, ils font des couloirs humanitaires, ils permettent aux gens de s'enfuir, mais quand on permet aux gens de s'enfuir, il y a des combattants qui s'enfuient aussi. Donc, l'idée c'était de reprendre la Syrie, mais en laissant une chance aux combattants de partir, pour pas qu'ils se battent jusqu'à la mort. Parce que ça fait évidemment moins aussi de soldats tués au sol. S'ils s'enfuient, s'ils savent que de toute façon ils seront tués, ils vont alors se battre jusqu'à la mort et ça fait plus de dégâts. Et au final, tous les terroristes survivants de l'État islamique se sont retrouvés à Idlib, dans le nord de la Syrie, à la frontière turque.
Or, la Turquie a joué en double jeu, on sait bien là-dessus. On sait très bien qu'ils soutenaient l'État islamique. Et ils ont négocié avec la Russie et l'Iran pour s'occuper eux-mêmes d'Idlib. Autrement dit, on récupère les terroristes et on s'en charge. Mais on s'en charge pour faire quoi? On sait qu'une partie de ces terroristes a utilisé pour... Il y a un groupe, je ne sais plus s'il s'appelle Haddad, je vérifierai sur Internet et je vous le mettrai à l'écran. C'est l'équivalent de Wagner, si vous voulez, qui s'appelle maintenant Africa Corps. Donc, une société militaire privée, cette fois turque. Ils ont profité des combattants de l'État islamique. Et ils sont intervenus en Libye, probablement même en Arménie, même si théoriquement c'est l'Azerbaïdjan qui se bat, les Turcs ont envoyé des hommes aussi, donc vraisemblablement des anciens de l'État islamique, qui sont certainement toujours islamistes d'ailleurs. Et la Turquie est certainement maintenant à la manœuvre pour défaire Bachar al-Assad. Et pourquoi Erdogan tient tellement à attaquer la Syrie? Eh bien c'est parce que Bachar al-Assad a réussi à survivre à cette immonde guerre de 7 ans, donc il y a une dizaine d'années, grâce aux Russes, grâce aux Iraniens, grâce au Hezbollah, mais aussi grâce aux Kurdes. Les Kurdes sont des ennemis de l'État islamique. Problème, ils sont aussi l'ennemi des Turcs. Or, vu le raid au régime de Bachar al-Assad leur a donné beaucoup d'autonomie dans le nord de la Syrie. D'une part, il ne pourrait pas faire autrement parce qu'il n'a pas les moyens militaires de se battre contre les Kurdes. Et en plus, apparemment, ils ont fait en arrangement. Et Bachar al-Assad, il n'est pas comme les Américains qui retournent leur veste à la moindre occasion. Donc il a respecté son accord avec les Kurdes. Mais ça, les Turcs n'en veulent pas. Ils veulent étouffer dans l'œuf toute velléité kurde d'avoir un État indépendant. Même s'il y a des différences entre les Kurdes de Syrie, de Turquie et d'Iran et d'Irak, et que faire un État kurde pour les 4 populations, il y a même encore des subdivisions, c'est pas gagné d'avance, mais la Turquie veut rien entendre de ça. Donc s'ils attaquent maintenant, s'ils ont soutenu les islamistes, c'est pas seulement pour faire tomber Bachar al-Assad, même si Bachar al-Assad est un ennemi de la Turquie, mais c'est aussi pour pouvoir contrôler le Kurdistan syrien. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, malheureusement, il y a des Kurdes qui sont en train de se faire massacrer par l'armée turque, qui profitent de la situation, une situation que la Turquie a créée, ou en tout cas a favorisée largement. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui sont très contents de ce qui se passe. Notamment Israël. Ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente aussi. Dans cette vidéo, vous comprendrez que c'est à peine caché. Et d'ailleurs, j'ai vu un message circuler sur X, c'est pas encore confirmé, j'ai pas vérifié de source officielle. Il semblerait que la France ait déjà reconnu les chefs islamistes comme le nouveau président de Syrie. Bon, si l'information est une fake pour le moment, à mon avis, ça ne va pas tarder. Et à mon avis, Israël et les pays occidentaux vont reconnaître très vite comme chef de la Syrie l'islamiste Mohammed al-Jalani. Alors, ce que je vois, c'est que les Occidentaux se réjouissent d'avoir des islamistes de type taliban, État islamique, au niveau respect des droits humains, etc., qui prennent le pouvoir dans un pays qui était stable, qui se passait pas trop mal. Je parle jusqu'en 2011-2012, je ne parle pas ces années de guerre avec l'État islamique, bien entendu. Comme si ça allait être une amélioration pour le peuple syrien, alors qu'en fait c'est une catastrophe pour eux, tout simplement parce que Bachar al-Assad, qui était notre ennemi, est tombé. Il était doublement notre ennemi, il ne voulait pas de nos plans de gazoduc, etc., qui venaient du Qatar, bref, il était donc dérangeant par rapport à la stratégie occidentale au Moyen-Orient, et en plus c'était un allié de Poutine, donc il avait tous les défauts. Et donc maintenant on va vous dire pique-pendre de cet individu, mais beaucoup d'informations que vous verrez sont des mensonges. Par contre, qu'on soit bien clair, Bachar al-Assad n'est pas un saint, certainement pas, et il a aussi fait des erreurs. Sa plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir prévu ça, évidemment. Ses services secrets auraient dû lui dire, donc c'est qu'il avait des mauvais services secrets. Son armée aurait dû être préparée, manifestement elle ne l'était pas. Ils sont partis en courant, ils ont laissé des armements modernes russes aux mains des islamistes, donc c'est une catastrophe. Ce qui se passe est vraiment une catastrophe, et Bachar al-Assad est partiellement responsable, puisque c'était quand même lui le président. Alors on peut dire, oui, les Iraniens auraient pu aussi les prévenir, les Russes aussi. Enfin, l'idée des Russes, c'est pas de faire du babysitting pendant toute la période où Bachar est président. Ils l'ont sauvé une première fois, il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que ça n'arrive plus, ce qu'il n'a pas fait. Donc, Bachar al-Assad, certes, a fait des erreurs, là il le paye cher, son peuple le paye encore plus cher, mais de là à se réjouir que des islamistes prennent le pouvoir, c'est de la folie.
Or, je vous dis, je vois ça sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est un coup de gueule, se dire, mais arrêtez enfin. Et je voulais profiter pour saluer un de mes contacts sur X. Je connais pas son vrai nom. Il s'est fait appeler Rinex. Et je mets son tweet là à l'écran. Et en 4 lignes, il a tout résumé. Le coup de gueule que je suis en train de vous faire. En Ukraine, nous les Occidentaux, supporte des nazis. En Syrie, on supporte des terroristes d'Al-Qaïda. Oui, parce qu'on l'appelle HTS, mais c'est Al-Qaïda. Hein. C'est pas parce qu'on change de nom qu'on devient mieux, c'est les mêmes individus. Et les moutons, ça c'est le seul petit reproche que j'ai à faire à Rinex, c'est qu'il insulte les moutons. Parce que les gens vraiment qui se réjouissent de ce qui se passe, ce sont des gens bien plus idiots que tous les moutons qui existent. Mais bon, soit, on comprend le sens. Et les moutons sont contents et ne comprennent toujours pas l'arnaque. Je n'ai même plus de mots pour qualifier ce peuple d'abrutis. Je suis désolé, mais il a raison. Il a raison. C'est pas vraiment le genre de mot que j'utilise habituellement, mais là, il a vraiment raison. Donc, ce petit coup de gueule pour vous dire, vous allez encore vous faire avoir par la propagande si vous regardez la télé au lieu de chercher des vraies informations, ou trouver des vraies informations. Bonjour à tous, nous sommes le 8 décembre 2024 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Un rapport hebdomadaire qui va être axé exclusivement sur la situation en Syrie, puisque ça y est, c'est officiel, aujourd'hui, Damas est tombé, le gouvernement de Bachar el-Assad est tombé, la République arabe syrienne a cessé d'exister. 11 jours seulement après le début de cette attaque de militants soutenus et financés par la Turquie en direction d'Alep. Je vais revenir sur le déroulé de ce qui s'est passé, essayer d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Puisque je le rappelle, donc le 27 novembre, donc des factions pro-turques de la ANS, Armée nationale syrienne, alliées aux terroristes de l'HTS, la Hayat Tahrir al-Sham, donc c'est Al-Qaïda, c'est les mêmes, c'est des coupeurs de tête. Il y a aussi des militants ouïghours du parti islamique du Turkestan, quelques terroristes ouzbeks aussi dans le tas, et ils ont lancé une offensive sur Alep depuis la province d'Idleb, où ils avaient été expédiés après les accords qui avaient été conclus, entre autres, sous l'égide de la Russie et de la Turquie. La défense syrienne s'est très rapidement effondrée dans cette zone. La qualité et la quantité de troupes étaient absolument ridicules, et ce malgré tous les avertissements qui avaient été reçus. L'armée syrienne n'avait rien fait pour renforcer la frontière à cet endroit-là, et pourtant elle en avait eu le temps. On avait un groupe de spécialistes russes qui travaillaient près de la ligne de front. Ils se sont retrouvés encerclés lors de l'effondrement de cette même ligne, et l'un d'entre eux a été tué, les autres ont été évacués à temps. Très vite, l'aviation russe a commencé à bombarder les regroupements et les colonnes de groupes terroristes, tant en région d'Idleb qu'en région d'Alep, pour essayer de ralentir leur progression et donner une chance à l'armée syrienne de se ressaisir, ce qui malheureusement n'a pas eu lieu. Il y a eu de nombreux avertissements depuis des années, mais l'armée syrienne ne s'est pas modernisée, n'a pas appris à utiliser les drones, ni comment s'en protéger. De l'autre côté, les terroristes ont été entraînés à utiliser les drones FPV. Il y a eu d'ailleurs des accords entre le GUR ukrainien, une rencontre entre Boudanov et le fameux HTS, le fameux groupe terroriste. Non mais on retrouve toujours les mêmes, je vous le dis. Ils ont reçu d'ailleurs des drones de la part de Kiev. Les bons généraux syriens comme le général Souhail Hassan avaient été mis à la retraite anticipée, parce que certains craignaient qu'ils soient un petit peu trop ambitieux. Les soldats syriens étaient sous-payés, mal entraînés. En plus, la situation en Syrie n'avait fait que se dégrader après la semi-victoire sur les groupes terroristes. Je dis semi-victoire parce qu'on les avait envoyés, on les avait expatriés à Idleb. Ils n'avaient pas été exterminés jusqu'au dernier. Et résultat des courses, on voit le résultat. Le problème, c'est que la situation, effectivement, en Syrie s'est dégradée. Les gens se retrouvaient sans électricité, sans gaz. Les entreprises russes n'arrivaient pas à travailler sur le territoire syrien. Et donc, économiquement, ça s'est dégradé de plus en plus, avec en plus les sanctions et la corruption généralisée qui s'est rajoutée là-dessus et sur laquelle Assad n'a strictement rien fait. Le résultat, comme l'a souligné à
Alexandre Kharchenko, qui est un journaliste et analyste russe, c'est qu'en fait, bien les soldats syriens, ils voyaient pas pourquoi ils devaient risquer leur vie en se battant contre les terroristes. Voilà, c'est à un moment, il y avait plus d'objectif, il y avait plus de compréhension claire du pourquoi ça méritait de risquer sa vie pour combattre les terroristes. Parce qu'à Idlib, les gens avaient de l'électricité, du gaz, pouvaient commercer. Là, il n'y avait pas de problème de sanctions, si tu vois. Donc, au bout d'un moment, effectivement, c'est là qu'on voit toute l'importance de la guerre de l'information. Et la guerre de l'information a été perdue par la Syrie totalement durant toutes ces années. Assad s'est reposé sur ses lauriers, n'a pas négocié comme il aurait dû le faire, entre autres avec les Kurdes. Et résultat, on est arrivé à cette situation. Dans le même temps, les terroristes, eux, eh bien, se sont renforcés, se sont armés, se sont entraînés, ont appris à utiliser, entre autres, les drones, et ils les ont utilisés avec efficacité. Malheureusement, le système de défense antiaérienne, voilà, il faut des avions de très grande taille pour pouvoir les évacuer. Donc je pense qu'effectivement la Russie est en train de perdre purement et simplement sa seule base navale en Méditerranée, ce qui est une catastrophe. Il y a eu des erreurs clairement des autorités russes qui ont été extrêmement naïves. Mais il y a aussi le fait que la Russie est occupée pour l'instant avec l'opération militaire spéciale, ne pouvait donc pas déployer un gros contingent pour aider l'armée syrienne, que Bachar el-Assad s'est reposé sur ses lauriers, que le Hezbollah a été quand même profondément, on va dire, amputé d'une bonne partie de ses cadres suite aux actions et aux actes terroristes d'Israël, et ça a porté un coup dur, puisque le Hezbollah était une des forces importantes qui assurait la sécurité de la Syrie. Donc ça a été tout un ensemble de facteurs qui se sont combinés, et Erdogan a envoyé ses petits terroristes préférés attaquer au meilleur moment. Alors il y en a qui se réjouissent en Syrie de l'arrivée donc de tous ces groupuscules et de la fin du régime de Assad. Moi je me réjouirais pas trop vite. Les mecs commencent déjà à parler d'instaurer la charia, donc voilà, je pense que les talibans ont rien à leur envier, donc c'est une catastrophe. J'ai donc plusieurs amis qui sont coincés en Syrie, je ne dirai bien sûr pas les noms pour ne pas les exposer. En tout cas, notre collègue Vanessa Billy, qui était à Damas, a réussi à quitter la ville in extremis, à franchir la frontière. Elle est maintenant en sécurité, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, et donc j'espère que ces personnes arriveront à fuir discrètement et à franchir la frontière, entre autres avec le Liban, parce que sinon je pense que ça va très mal se finir pour certaines de ces personnes, malgré tous les propos rassurants du chef de l'HTS, qui a été interviewé par CNN, comme si c'était un mec respectable. Ça a pas loupé, il y a déjà des pendaisons de fonctionnaires du gouvernement Assad ou qui étaient proches d'Assad, donc bon, ça va très mal se finir, mais en tout cas ça va pas se stabiliser. La Syrie va se transformer en une espèce de Libye bis, puisque je rappelle que tout le territoire n'a pas été pris sous contrôle par ces terroristes soutenus par la Turquie, qu'il y a encore une énorme partie du territoire qui est sous contrôle kurde, et que ces derniers vont certainement se défendre. Donc la guerre civile va continuer, et on va assister très certainement à une partition du territoire. Certains seront sous contrôle donc des terroristes adeptes de la charia, des têtes coupées, etc. Et d'autres vont être sous contrôle des milices kurdes, et il va y avoir des affrontements entre les deux, ça c'est certain. De toute façon, tous ces groupes qui se sont réunis entre guillemets à un moment main dans la main pour chasser Assad se détestent autant les uns les autres qu'ils détestaient Assad. Donc ils vont se taper sur la gueule, ça c'est certain. Et donc le pays va sombrer totalement. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui se réjouissent du départ d'Assad, ne vous réjouissez pas trop vite, ça va dégénérer. Ça ne fait que commencer, et c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe pour l'Iran, c'est une catastrophe pour la Russie, c'est une catastrophe pour la Syrie. Christelle Néant a créé le média Donbass Insider il y a 8 ans, je dirais, de mémoire. Et j'ai suivi ses publications depuis qu'il est installé dans le Donbass. Et c'est comme ça que j'ai
bien compris la guerre Ukraine-Russie, OTAN-Russie, qui a commencé en 2014. Il y avait Xavier Moreau, mais il y avait elle également. Et à ma connaissance, elle vit à Donetsk, et c'est toujours le cas. Elle a passé toutes ces années à Donetsk, en tout cas dans le Donbass. Et j'avais déjà pris des extraits de son travail dans une de mes vidéos, il y a 2 ans, sur le danger de croire la propagande, parce que croire la propagande, ça permettait la guerre. C'est une très bonne vidéo, je pense, c'est une des plus vues de mon site dans les 3-4 premières, donc n'hésitez pas à aller la revoir, même si maintenant elle est un peu dépassée. Elle a changé de média, elle a créé un nouveau média avec d'autres journalistes, qui s'appelle International Reporters. Vous voyez le IR, son logo, lors de la vidéo. Et cette vidéo, je l'ai prise sur Telegram. Donc je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Telegram. Vous pouvez retrouver International Reporters et donc Christelle Néant sur Telegram. Il y a également une chaîne Odyssée. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai fait cet insert après avoir enregistré la vidéo. Genre 1 ou 2 heures après, j'étais en train de travailler sur la vidéo quand Christelle a publié la sienne. Donc j'ai mis un morceau important, parce que je crois que ce qu'elle dit est vraiment crucial. Je vous invite à aller voir l'interview en entier. Ça, c'est une chose. Éventuellement, donc, vous abonner à sa chaîne. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière partie de ma vidéo, où j'étais en train de citer les personnes à suivre pour savoir ce qui se passe en Ukraine au quotidien, ou presque. Je n'avais pas pensé à citer Christelle Néant, donc je suis très content d'avoir trouvé cette vidéo qui est jusqu'à présent pour moi la meilleure de ce que j'ai vu depuis l'intervention en Syrie. Et donc voici les autres personnes que je vous conseille. Caroline Galacteros, Jacques Beau, François Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Mirkovic, Slobodan Despot. Je ne les ai pas tous en tête, hein. Désolé d'avance s'il y en a que j'aime bien et que j'ai oublié, Alexandre Delval. On va entendre des tas de choses. Alors, comme toujours, ça ne veut pas dire qu'il faut croire ces individus sur parole. Alexandre Delval, il va certainement minimiser, voire nier l'implication d'Israël, puisqu'il a tendance à soutenir Israël et il déteste les islamistes plus que quiconque. Il a d'ailleurs souvent traité d'islamophobe. Moi, ça ne me pose pas de problème d'être islamophobe, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc il ne faut pas croire ni l'un ni l'autre sur parole, mais ces analystes-là vont vous donner des informations qui ont du sens. Alors que vraiment, dans les grands médias, ce qu'on vous dit maintenant, mais c'est la folie, quoi. C'est vraiment la folie. Voilà, ça sert à rien que je m'étende. Je pense que vous avez compris mon message. Vous avez vu aussi ce que j'ai mis à l'écran. Les liens ici en dessous. Suivez-moi sur X en particulier, puisque c'est là que je vais publier le plus d'informations sur l'évolution de ce qui se passe. Je vais publier tous les jours, je vais faire des reposts, je vais publier, parce que ça c'est vraiment un sujet gravissime, et ce qui va se passer, j'en sais rien. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, je m'étais amusé à faire des prophéties. Ben, plus que jamais, mes prophéties sont justes. J'ai dit qu'on allait avoir une année avec des grosses surprises, douloureuses. Ben voilà. On a la guerre en Israël, on a ceci qui arrive maintenant, il y a eu le lancement d'un missile hypersonique, etc. Enfin, il se passe des choses spectaculaires, l'élection de Trump, etc. J'en avais parlé, tout ça dans les prophéties, mais c'est de la blague, c'est pas de la prophétie, c'est de la logique. Ça, on les voyait arriver. Je n'avais absolument pas vu cette attaque islamiste en Syrie, et donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Mais ça va être intéressant si on met de côté la partie horrible et tous les gens qui en souffrent, et les femmes, je n'ose même pas imaginer être une femme syrienne en Syrie aujourd'hui. Et donc j'ai une pensée très émue pour elles, enfin pour les hommes aussi, hein, s'ils ne sont pas islamistes eux-mêmes, ça va pas être facile. Hein. Et les enfants, etc., qui vont être enrôlés de force, très jeunes et tout, bon, c'est monstrueux. Mais sinon ça va être intéressant au niveau géopolitique, parce qu'évidemment il va y avoir des réactions très fortes de la Russie, de l'Iran, du Hezbollah, évidemment Israël, les États-Unis, les Européens, ils vont faire que gueuler comme d'habitude dans un sens ou dans un autre, mais sans rien faire d'intéressant sans doute. Peut-être dépenser un petit peu d'argent, à mauvais escient, très probablement. Mais aussi l'Arabie Saoudite et tout, on va voir. C'est très très difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. Donc je ne fais aucune projection. Mais je vais me tenir informé, même si je suis très occupé. Hein, je vous ai dit, mon dossier de demande de permis de travail en Colombie a été déposé, on a reçu une confirmation, on a payé les frais administratifs, et donc maintenant on attend la décision qui peut tomber n'importe quand, dans les 30 jours, ça peut être la semaine prochaine, en espérant que ce ne soit pas évidemment une décision négative. Mais malgré tout, on va se mettre au travail, on retourne à l'Oma Mershan mercredi,
On va voir comment Diego a préparé notre appartement. On va sans doute rajouter notre touche personnelle. Et puis on se met au travail. Mais ça ne m'empêchera pas de suivre les actualités, de continuer à écouter les experts, de tirer des conclusions si je peux, et vous en faire part, notamment sur X. Également sur Blue Sky, je suis toujours là. J'ai plus 20-25 followers, ça monte tout doucement. Je suis vraiment une petite goutte d'eau dans un océan de gens qui croient bêtement ce qu'ils voient à la télé, mais je pense que c'est intéressant de faire circuler les messages là aussi, donc pourquoi pas venir m'y soutenir. En tout cas, je vous invite vraiment à vous tenir au courant de ce qui se passe, parce que c'est grave, c'est important, et ça aura des conséquences possiblement sur le monde entier, certainement sur l'Europe en tout cas, si vous êtes, comme la plupart de mes followers, européens, ne fût-ce que par une immigration de nouveau, des gens qui vont fuir les islamistes, etc. Puis on va voir si les Turcs vont les laisser passer ou non, ou au contraire, ils vont en envoyer d'autant plus, ils en ont déjà beaucoup sur leur sol. Enfin, tout ça, on ne peut pas prédire. Des gens comme Erdogan sont très imprévisibles, puisque selon leurs intérêts géopolitiques, ils peuvent se montrer sympas ou au contraire faire de la provocation de façon outrancière. Voilà. Comme d'habitude, j'apprécie vos commentaires, qui sont souvent intelligents. Il n'y en a pas énormément, non, mais ils sont souvent bien plus intelligents que ce qu'on voit ailleurs, donc merci. Vos pouces, ça c'est essentiel quand même. Hein. Bon, il y a toujours plus de 95%, 96% de pouces vers le haut, hein, c'est très bien, mais enfin, on peut toujours en avoir plus, hein, c'est pas gênant. Les partages, hein, il faut faire monter la chaîne, elle monte, mais c'est lent. Hein. Je crois que genre 20 nouveaux followers par mois, un truc comme ça, c'est un peu léger. Donc si vous voulez bien pousser un petit peu. Et puis vos dons, bah oui, parce que même si on va recevoir en appartement plus ou moins meublé, on aura quand même des frais évidemment. Et si on a notre permis de travail, bah on va toucher a priori notre premier salaire le 1er février, pour janvier, j'imagine. Et puis si on l'a pas, bah, là c'est une autre histoire, je vous raconterai, mais il faudra de nouveau faire des frais pour sortir de la Colombie, revenir, essayer de nouveau, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc suspense de ce côté-là aussi, même si ça n'a pas d'importance évidemment de ce qui se passe en Syrie. Pour Marinella et moi, c'est évidemment très important, et je sais que mes proches regardent ça avec beaucoup d'attention, donc dans chaque vidéo, je vous donne une petite information quand j'en ai. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Voilà, encore une fois, merci à tous et à bientôt.